Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau meet-up de Ethereum France. Je suis ravi de vous recevoir ici. Je m'appelle Jérôme Notichet, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Comet, dont je vous dirai quelques mots plus tard, mais je suis surtout le président actuellement de l'association Ethereum France. Je fais des cours en économie au CNAM, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter pour ce sujet et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux à @jdotichet. Je fais du staking et je vais vous parler un petit peu de la politique monétaire d'Ethereum et ce que ça a comme impact pour les stakers notamment. Et avant, je faisais du mining. Donc si vous êtes sur le site Ethereum France, vous allez trouver plein de vieux tutoriels de comment miner pour lesquels j'ai un peu participé. Aujourd'hui, on a un agenda qui est assez éclaté, puisque d'un côté, vous avez des sujets très techniques avec Pierre Das, et on a la chance d'avoir un core dev qui va nous parler de ça, Emmanuel n'allait pas. Et vous avez des sujets moins techniques, enfin quoique, la politique monétaire d'Ethereum. Donc si vous avez des Ethers, vous êtes concerné par la politique monétaire d'Ethereum. Ethereum France, c'est une association qui existe depuis 2015, donc on a fêté nos 10 ans en même temps qu'Ethereum, et on a pour but de populariser la blockchain, en général la blockchain, dans la francophonie et aussi Ethereum, mais d'abord la blockchain. Ce qui fait que l'association reçoit des projets qui ne sont pas toujours EVM, pas toujours Ethereum, et on fédère un écosystème qui est assez dynamique en France. On a aussi la particularité d'être pas lié à la fondation Ethereum. Bon, même si on a de très bonnes relations avec eux et qu'on les voit souvent, on reste indépendant de ce côté-là. Et on a parmi nos activités l'organisation de ce genre de meet-up, mais aussi de la conférence ETHCC, dont je vais vous dire quelques mots. Donc si vous partagez nos valeurs, qui sont le partage de la connaissance, l'ouverture d'esprit, le désintéressement financier, l'indépendance et la coopération, vous êtes plus que bienvenus pour nous rejoindre. Un bon point d'entrée, c'est ce genre de meet-up, mais c'est aussi ETHCC, qui va connaître sa 10e édition sous le nom ETHCC 9 au Palais des Festivals à Cannes le 30 mars au 2 avril. Donc dans quelques mois maintenant. Ça se passe à Cannes, c'est une très bonne saison pour Cannes, il fait très très beau et pourtant pas très chaud. C'était un excellent succès l'année dernière, donc on est content de l'organiser à Cannes. Donc vous aurez plus de 300 speakers sur 4 jours à des prix défiant toute concurrence et une ambiance super chouette si vous vous intéressez au sujet de près ou de loin. Vous pouvez aussi nous rejoindre en tant qu'association en allant sur le site Ethereum France ou en scannant ce QR code. Sinon, ethereumfrance.com, comme ça se prononce, rubrique Rejoignez-nous. Vous pouvez devenir membre d'Ethereum France. Vous avez accès au Discord d'Ethereum France. Vous avez accès à nos news en avant-première, à l'inscription au Meetup et plein de choses et d'autres et davantage. En voulez-vous, en voilà. Voilà. Et si vous êtes juste intéressé par participer à ce genre de meet-up, vous vous inscrivez au meet-up en disant je veux suivre les news de ce groupe. Ou alors, si vous avez X, vous pouvez nous suivre et activer la cloche. On a posté 2363 fois en 10 ans. Ça fait un peu moins d'un post par jour. Voilà, on va pas vous spammer, mais c'est souvent pour annoncer que il y a une fork demain, il y a une nouvelle EIP qui est discutée, qui est intéressante, ou il y a un meet-up. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Emmanuel. Alors, moi, je m'appelle Manu, donc je suis Ethereum Core Developer sur Prism. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des clients Ethereum dans la salle ou pas. Je peux expliquer vite fait, sinon. Voilà, rapidement. En fait, vous connaissez sûrement Ethereum par le token, l'Ether, ou peut-être que vous déployez des smart contracts, ou peut-être que vous utilisez des smart contracts. En fait, quand vous faites ça, c'est pas magique, ça va pas. Enfin, il y a bien des ordinateurs quelque part qui exécutent ces smart contracts. Et en fait, ces ordinateurs sont répartis un peu partout dans le monde. Et ils font tourner des programmes qui donc, ont pour but d'exécuter les smart contracts ou de transférer des Ethers ou tout ce que vous voulez faire avec la blockchain Ethereum. Ces ordinateurs, du coup, font tourner des programmes et ces programmes, on peut les ranger en deux types. Les programmes, donc les clients exécution, donc les plus connus, il y a Guess qui est fait en Go, il y a Rest qui est fait en Rust, Nethermind en C Sharp, Mezoo en Java et d'autres. Donc c'est vraiment eux qui vont, comme leur nom l'indique, clients exécution, qui vont exécuter les smart contracts. Et il y a la deuxième partie, donc c'est les clients consensus. Donc il y a Prism en Go, sur lequel je travaille du coup. Il y a Lighthouse en Rust, il y a Lodestar en JavaScript, Nimbus en NIM et mettons Teku en Java, d'autres encore. Et eux, en fait, c'est ceux qui sont chargés en fait, de s'occuper de choisir quel bloc va rentrer dans la blockchain. Donc, toutes les 12 secondes, il y a ce qu'on appelle un validateur. Il y a quelqu'un donc, sur la Terre qui est désigné au hasard pour proposer un bloc, donc pour choisir quelle transaction va rentrer dans le bloc.
Et voilà, et ça donc c'est choisi du coup par le système de consensus Ethereum. Euh, et si jamais il y a des forks, si jamais il y a plusieurs blocs qui se contredisent entre eux, ou qui ne sont pas sur la même chaîne, du coup il y a un système de fork choice qui va dire ok c'est ce bloc-là qui devrait rentrer par un autre, qui devrait être rentré dans la blockchain de manière canonique. Et voilà, donc tout ça c'est fait par les systèmes donc, consensus, dont Prism fait partie. Et également, le deuxième gros rôle, on va dire, d'un client consensus, c'est de s'occuper des blobs. Peut-être que vous avez entendu parler de ce que c'est les blobs. Je vais en parler donc plus en détail juste après. Globalement, les blobs, c'est ce qui permet vraiment au Layer 2 sur Ethereum d'être relativement peu cher. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire scaler Ethereum en faisant du data sharding, donc en partageant les données en fait, et spécifiquement les données de blob sur le réseau. Si jamais c'est pas clair, quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à lever la main ou poser une question. Ce sera avec plaisir. Donc du coup, est-ce que tout le monde voit ce que c'est un layer 2? J'imagine que oui. Bon, si jamais c'est pas clair, dites-le moi. Donc avant qu'on ait des blobs, du coup les layer 2 étaient un peu tristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les layer 2, en fait, ils ont besoin de pas grand-chose sur le réseau Ethereum. Ils ont besoin d'endroits, en fait, où ils peuvent poster des données qui ne sont pas du tout exécutées par aucun nœud du réseau Layer 1 Ethereum. En fait, ils ont besoin de poster des données. Ils ont besoin qu'elles soient là, ils ont besoin que ces données soient disponibles, mais ils n'ont pas besoin qu'elles soient exécutées par un nœud Ethereum. Principalement, ils ont besoin pour ce qu'on appelle la dispute resolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour garantir en gros que les acteurs du Layer 2 agissent de manière honnête. Et ils ont besoin de quelque chose de pas cher aussi. Bon, tant qu'à faire, en fait, c'est quand même plus pratique. Et de quoi n'ont pas besoin les Layer 2? Ils n'ont pas besoin d'une place en fait où les données sont stockées pour toujours. Elles ont vraiment besoin que leurs données soient stockées seulement quelques jours, tout au plus. Et donc avant les blobs, donc avant la mise à jour d'Encun qui date d'il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, ben, les Layer 2, ils n'avaient pas trop le choix, ils devaient poster leurs blobs, leurs données pardon, à un seul endroit qui s'appelle le Cold Data. Il n'y a pas le choix en fait. Cold Data, c'est un endroit sur du coup la blockchain Ethereum où en général on poste les inputs des fonctions, des smart contracts. Et ce qui a un inconvénient, c'est que c'est très très cher. Et en deuxième inconvénient, c'est que ça dure pour toujours, c'est jamais effacé en fait de la blockchain. Donc on stocke des données pour l'éternité dont on n'a pas besoin. Ce qui n'est pas très pratique. Donc là, je dessinais par exemple Arbitrum Batch Poster, c'est donc l'élément du layer 2 Arbitrum qui va donc poster des données sur le layer 1 Ethereum, et donc il utilise à chaque bloc le call data. Et ce qui n'est pas du tout efficace. Et donc pour ça, on a inventé les blobs. Alors avec les blobs, en fait, donc le batch poster n'a plus besoin de poster les données sur le call data. Les blobs sont beaucoup moins chers que le call data. On peut en mettre jusqu'à 6. Enfin, on pouvait en mettre jusqu'à 6 par bloc jusqu'à il n'y a pas longtemps. Un blob, finalement, c'est quoi? C'est juste un... Blob, ça veut dire Binary Large Object. C'est juste un endroit en fait, où on peut poster jusqu'à 128 kilobits de data, donc n'importe lesquels. Alors, quand je dis Binary Large Object, 128 kilobits, kilobytes, ça peut vous paraître peu, mais pour la blockchain, c'est déjà un gros objet. Et donc, les blobs, ça reste en place seulement 4096 époques, ce qui représente à peu près 18 jours. Donc voilà, maintenant le Arbitrum Batch Poster à droite, au lieu de poster directement sur Cold Data, il va poster sur des blobs qui seront attachés au bloc. Et donc les blocs, eux, sont toujours là pour l'éternité, mais les blobs, en fait, restent là que à peu près 18 jours. Au niveau du prix des blobs, comment ça se passe? C'est un peu... Ouais, il faut remplacer 3 par 6, cette présentation n'a pas été mise à jour. Mais du coup, jusqu'à pas si longtemps, en fait, si jamais chaque bloc avait 3 blobs, le prix restait constant. Si jamais un bloc avait plus que 3 blobs, le prix montait. Et s'il avait moins de 3 blobs, le prix descendait. Et donc on peut voir en fait qu'il y a des pics en fait, sur le prix des blobs. Et voilà, ça permet de donner un prix aux choses. Et donc jusque-là, ça marchait bien. Sauf que au bout d'un moment,
ce qu'on appelle le blob space, donc l'espace disponible pour les blobs était plein. Donc vous pouvez voir en bas à droite, donc, en fonction des différents mois de l'année 2024, euh, voilà, le nombre de blobs était inférieur à 3. Donc 3 c'est le trait vert. Et au bout d'un moment, en fait, donc, vers la fin de l'année, à partir de novembre 2024, en fait, on voit que ça stagne. Et en fait, ça arrive au maximum. En fait, pourquoi est-ce que ça reste bloqué à 3? Parce que comme j'ai dit au-dessus, si jamais ça dépasse 3, ben, ça va te coûter de plus en plus cher. Bon, on a trouvé un système, les blobs, et assez rapidement, ce système est arrivé à saturation. Bon, la solution, elle est quoi? C'est du coup d'augmenter le nombre de blobs, ce qui n'est pas très compliqué. Et ce qui a été fait en fait dans la dernière mise à jour, donc Electra, qui était en mai 2025. Donc on peut voir ici que le nombre de blobs passe de 3 à 6 pour le target. Et du coup, bon voilà, on voit que ça plafonnait ici à 3. Et du coup, ça a donné un peu de marge en fait pour retourner jusqu'à 6. Mais bon, encore une fois, hein, la nature a horreur du vide. On voit que là, donc arrivé en novembre 2025, on arrive quasiment au maximum. On pourrait dire, bon, on n'a qu'à augmenter de 6 à 9 ou encore à plus. Mais ça marche pas aussi bien que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec 6 blobs par bloc, ça représente il faut que le blob soit reçu donc, dans les 4 secondes du slot. Et ça représente à peu près donc, 192 kilobits par seconde. Et ou pour 18 jours, 96 gigabits de disque, juste pour les blobs. Et si on veut passer à 48 blobs par bloc, par exemple, du coup là on arrive à 1,5 mégaoctets par seconde et 768 gigas de disque. Bon, 768 gigas de disque, ça passe pour beaucoup de gens. Par contre, 1,5 mégabits par seconde, il y a quand même beaucoup de régions du monde en fait où c'est déjà un peu beaucoup. Et donc on peut pas juste se permettre en fait d'augmenter le nombre de blobs, en fait, sinon ça exclurait pas mal de nœuds d'acteurs sur Ethereum, notamment des solo stakers et notamment ceux qui sont dans des zones du monde où il n'y a pas forcément une connexion internet très rapide. Et du coup, la solution c'est quoi? C'est de faire du blob sharding, comme je l'explique juste après. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais. Ok, alors, le blob sharding c'est quoi? Donc avant le blob sharding, comme on a aujourd'hui, tous les nœuds du réseau ils doivent donc télécharger et valider tous les blobs. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et avec le blob sharding, donc qui arrivera sur le mainnet à l'upgrade Fusaka, qui est donc après-demain, ouais, c'est ça. Les nœuds ils doivent seulement télécharger et valider une partie des blobs. Donc alors, comment ça se passe le blob sharding? L'étape 1, comme avant, pas de surprise. On a là 6 blobs par bloc. Chaque blob fait 128 kilo-octets. On commence par... on avait la partie bleue, les blobs en bleu. On commence par les étendre selon un algo qui porte un nom barbare de Reed-Solomon encoding. En fait, c'est un truc que tout le monde utilise déjà, quasiment tous les jours. Par exemple, si vous prenez le flashcode en haut à droite, on peut penser que toutes les données, que le flashcode représente toute la donnée en fait. Si vous scannez, ça va sur le site de Arbitrum. Seulement, si vous scannez ce même flashcode, mais là, avec en gros un gros smiley devant, ça va encore marcher. Pourquoi ça marche encore? Parce que la donnée, elle est répliquée, elle est pas dire répliquée, mais elle est elle est encodée de manière différente en fait à différents endroits du flashcode, ce qui fait qu'on peut perdre jusqu'à une grosse partie du flashcode, et ça marche encore. Pareil sur les CD, pour les compacts disques ou les DVD, peu importe. On peut les rayer jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain montant de rayure, et ça va encore marcher. Ça sera plus lisible, mais malgré tout, le lecteur en fait pourra extraire la donnée jusqu'à ce temps qu'on... Si vous mettez trop de rayures, à ce moment-là, en fait, ça marchera plus parce que malgré tout, malgré la réplication des données, malgré l'encodage des données, on ne peut plus récupérer les données originales. Donc voilà, on va utiliser la même technique qu'il y a pour les flashcodes ou pour les disques compacts. Et on va prendre nos blobs et on va les encoder. On va faire un x2. Au début, on avait 128 kilobits
kilooctets pardon, pour le blob, et maintenant on a 128 kilooctets pour le blob, plus pour ce qu'on appelle l'extension du blob, la blob extension. Donc en tout, on a 256 kilooctets attachés au bloc. Jusque-là, on a fait juste x2, donc c'est pas du tout intéressant. Mais par contre, on arrive à l'étape d'après où on fait du sharding. Avant, donc, chaque nœud devait récupérer tous les blobs, donc en ligne. Et en fait, cet amas de blobs là, on va le découper en fait en 128 colonnes. On appelle ça des data colonnes. Et bon voilà, par exemple en haut à droite, vous avez l'index numéro 2 du bloc étendu numéro 10. Et donc voilà, donc on découpe en fait en cellules. Est-ce que ça va toujours? Ou j'en ai perdu au passage? Et du coup, ce qu'on va demander en fait au nœud, c'est donc avant on demandait là c'est un nœud Ethereum, on lui demandait en fait de récupérer tous les blobs. Voilà, donc tout est assuré. Quand c'est assuré, c'est qu'on doit le récupérer. Et maintenant, ce qu'on demande en fait au nœud, c'est non plus de récupérer tous les blobs, mais c'est de récupérer seulement une partie des colonnes. On pourrait demander de récupérer toutes les colonnes, mais ça a peu d'intérêt, hein, on ne gagnerait pas de... Ça servirait à rien. Et là, on va juste lui demander de récupérer donc, certaines colonnes. Donc un nœud doit récupérer, du coup, on appelle ça custody, doit custody 4 colonnes, et doit, en sample, doit en récupérer juste 4 de plus, pour qu'il puisse déclarer que le bloc il est bien disponible. Et du coup, en fait, si on compare avec donc 64 blobs, 64 colonnes pour 6 blobs, et chaque petite cellule fait 2 kg, ça fait 768 kilooctets. Et du coup, en fait, un nœud avant devait télécharger donc 768 kilooctets pour 6 blobs, et maintenant il doit en télécharger seulement 96 kilooctets, et il doit seulement en stocker 48. Voilà, donc c'est quand même un certain gain. Ce qu'on demande à un nœud, donc on s'appelle un full node, un nœud vraiment classique en fait, basique sur Ethereum, on lui demande en fait donc pour qu'il puisse, quand il reçoit un bloc en fait, quand un autre nœud lui envoie un bloc, pour qu'il puisse dire ok, ce bloc là il est bien correct, il est bien disponible en fait, je l'accepte, il faut qu'il télécharge 8 colonnes sur les 128. Mais seulement il a besoin d'en stocker que 4. Ça permet d'économiser un peu de disque. C'est une règle qui a été définie en fait pour assurer la disponibilité de tous les blobs sur. Ouais. Alors les 4 qui sont gardées, elles peuvent être en fait, elles peuvent être du coup demandées par d'autres nœuds du réseau. Elles peuvent être query quoi. Enfin, on peut lui demander. Un nœud en fait, il expose publiquement quelle colonne il garde. Et donc n'importe quel autre nœud peut dire ok, ben je vais récupérer ça, ça et ça. Ouais. Okay. Et donc les Ouais. colonnes store, ouais. elles vont être utiles au calcul au démarrage, c'est ça? Celles qui ne sont pas stockées. Elles sont utiles en fait pour valider. Ouais, c'est ça. Pour quand un nœud reçoit un bloc avec des blobs du coup, pour qu'ils disent ok, je considère ce bloc comme étant valide, comme étant disponible, il faut que 8 colonnes, les 8 colonnes que je dois récupérer soient bien là. Et s'il en manque une, il va dire non, ce bloc n'est pas valide, n'est pas disponible en fait. Et du coup, il ne va pas accepter ce bloc en fait dans sa base. Ouais. Du coup, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs validateurs pour que toute la donnée soit finalement stockée. Et oui, en fait, donc statistiquement... Non, c'est ça. Oui, enfin, bon, je viens après, mais oui, enfin, carrément. Du coup, comment est-ce qu'on choisit donc il y a 128 colonnes. Comment est-ce que chaque nœud sait quelle colonne il doit récupérer? En fait, chaque nœud en fait a un ID. On appelle ça un node ID. Et de ce node ID, on dérive en fait une liste en fait de colonnes. Et donc on s'est dit bon bah ok, toi tu dois pour le node ID X, tu dois récupérer la colonne numéro 18, 27, 38, 122, etc., etc. Et du coup, comme il y a un grand nombre de nœuds sur le réseau, du coup statistiquement, il y a 99,99999% de chances en fait que du coup toute la donnée soit bien disponible. Donc c'est pas 100, hein, c'est vraiment une probabilité statistique qui est très élevée.
C'est pas 100, mais pour se rapprocher encore plus de 100, on a d'autres techniques, j'y viens juste après. Et voilà, donc globalement, ça permet d'avoir du coup, de faire de passer 760 kilooctets à 96 pour le stockage et 40 pour le téléchargement et 48 pour le stockage, ce qui permet donc là de réduire les ressources en fait nécessaires en fait au nœud. Donc voilà, ça fait on divise par 8 le réseau et par 16 le stockage. Mais du coup, l'idée, c'est de pas faire ça. Hein. L'idée, c'est du coup d'augmenter, au lieu de mettre moins de contraintes au disque et réseau en fait au nœud, on va juste mettre les mêmes contraintes, mais augmenter du coup le nombre de blobs qui peuvent récupérer. Voilà, donc on peut passer de 6 à 48 blobs en maintenant les mêmes conditions pour le réseau et de 6 à 96 pour le stockage. Ouais. Un copier-coller malencontreux. Et donc voilà ce qu'il présente. Avant on avait ça et là on peut avoir ça. Voilà. Ok. Du coup, pour revenir un peu à ce que je dis tout à l'heure, on a 99,99% de chances que effectivement les données ne soient pas perdues. Bon, c'est quand même pas. Enfin, on aimerait bien avoir donc, plus de certitude. Et du coup, on a introduit quelque chose qui s'appelle le validator custody. Donc ça se base un peu sur le système des impôts français. Quoique non, c'est une droite. Ça serait une parabole sinon. Plus en fait, si vous avez un nœud en fait qui n'a aucun ether, aucun validateur, donc qui ne valide aucun ether attaché, vous êtes là. C'est le cas dont je parlais avant, donc il faut stocker. Alors c'est pas 8 et 8, c'est 4 et 4. Voilà. Il faut stocker 4 colonnes et en récupérer 4 de plus. Dès que vous avez un validateur, du coup, il faut cette fois-ci stocker 8 colonnes. Ça c'est jusqu'à 256 ethers. Et à partir de 256 ethers, du coup, ça monte comme ça. Voilà. Jusqu'à 4096 ethers qui est là. Ou voilà, à chaque nouveau 32 ethers, donc ça correspond à un validateur en fait qu'on avait avant le dernier fork, il faut que vous téléchargiez une colonne de plus pour chaque bloc. Et il y a un truc un peu magique en fait qui arrive à 2048, c'est qu'arrivé à 2048, vous avez suffisamment de données pour reconstruire toutes les données qui manquent. Donc voilà, c'est pour ça, ce qui est en vert, c'est les données qui sont reconstructibles. À partir de 2048, on peut tout récupérer. Et du coup, on arrive justement à cette notion-là de récupération. Donc, je parlais tout à l'heure du lecteur CD qui était rayé, enfin du CD qui était rayé, ou du flashcode où on avait caché des choses, on avait caché une partie. Imaginons en fait un monde en fait où il y a des acteurs malveillants, du coup en fait, ce qui est le monde réel, hein, et qui sont censés stocker des colonnes et qui en fait le font pas. Donc, par exemple, imaginons dans le réseau, il y a suffisamment d'acteurs malveillants qui arrivent à faire en sorte que cette colonne-là, celle-là et celle-là, en fait, elles soient plus disponibles, jamais, nulle part. Et bah c'est pas grave, parce que justement avec ce système d'encoding, et si on a, à partir du moment où que quelqu'un arrive à récupérer 64 colonnes sur le total, on peut reconstruire les 64 colonnes qui manquent. Donc, les colonnes qui nous intéressent, c'est celles qui sont en bleu, c'est celles qui correspondent aux blobs, en fait, aux blobs possédés par les layers 2. Donc dès qu'on a 64 colonnes, n'importe lesquelles, donc sur le bleu, sur le jaune, peu importe l'ordre, ça peut être les colonnes paires, impaires, que les bleus, que les jaunes, peu importe, on arrive à reconstruire du coup toutes celles qui manquent. Alors celle-là, elle ne nous intéresse pas spécialement pour reconstruire, c'est surtout celle-là. Mais donc voilà, on peut tout récupérer. Ce qui permet du coup de garantir encore plus que les données sont bien disponibles. Et donc, pour entrer un peu plus dans les détails du coup en fait de comment marche en fait ce système de Reed-Solomon encoding, je ne vais pas vous assommer de maths. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment ça marche un polynôme, peut-être vous avez vu ça au lycée ou au collège. Bon, un polynôme c'est une courbe mathématique, c'est une fonction mathématique avec un degré. Et en fait ce qu'on peut dire, si on a un polynôme de degré par exemple 3, il y a exactement 4 points. Là, on a 4 points qu'on appelle des contraintes.
il y a exactement un seul polynôme de degré 3 qui arrive à passer par ces 4 points. Il n'y en a pas deux, il y en a exactement un. Du coup, imaginons en fait que notre blob il fait 4 points et pas 64. Voilà, donc on a ce blob, en fait, on va dire que la première donnée, que la première cellule, correspond à 23, la deuxième à 14, etc., etc. On calcule quel est le polynôme qui passe exactement par toutes ces données-là. On est content, on les a. Et derrière, en fait, on va étendre le polynôme en fait sur là, les valeurs 4 et 5, donc c'est des points verts, donc c'est des extensions. Et du coup, à la base, on avait 4 points, maintenant on en a 6. Donc les 4 points correspondent au blob, et les 2 points là, en plus, correspondent à l'extension qu'on a vu tout à l'heure. On est content, on a ça. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve en fait que il y a des points qui disparaissent, le point numéro 1 et 3 ils disparaissent du réseau, plus personne les a. On a juste à récupérer le point 0, point 2, point 4, point 5. Et ben c'est pas grave, parce qu'en fait, on a toujours 4 points. On peut, à partir de ces 4 points, reconstruire le polynôme initial. Et du coup, une fois qu'on a le polynôme initial, on peut récupérer le point 1 et le point 3 qui nous manquent. Et donc, ça fait exactement ce qu'on veut. Et c'est comme ça que marchent les lecteurs CD et les flashcodes. Ouais. Juste 2 slides d'avant. Ouais. Juste ici. Ouais. Il faut combien de pourcentage de nœuds invalides pour être. C'est quoi le minimum pour qu'on ne puisse pas retrouver des données, Ouais. des données. En fait, Il y a une limite ou pas en pourcentage? Ça marche pas vraiment comme ça. En fait, il faut qu'il y ait au moins un nœud valide, enfin au moins un nœud en fait qui soit capable de reconstruire les données pour qu'il puisse les redistribuer en fait. En fait, chaque nœud, je vais pas préciser, mais chaque nœud qui a au moins donc du coup 64 qui a au moins 64 colonnes, donc qui manage 2048 Ether ou qui volontairement en fait il y a une petite option surprise qui s'appelle Supernode ou qui fait ça. En fait, du coup, si jamais il voit qu'il devrait recevoir des colonnes mais qu'il les reçoit pas, il va les reconstruire avec le reste et il va les renvoyer. Donc il faut au moins qu'il y ait un nœud sur le réseau qui soit honnête et qui soit Supernode. et Oui, c'était ma question complémentaire. Supernode que... ou moins la moitié, qui soit à la moitié. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça c'est, comment dire, ça c'est pas cette histoire d'avoir au moins un nœud Supernode ou semi-Supernode, c'est pas c'est comment dire, c'est pas un requirement quoi en fait. C'est déjà en fait une sécurité. Si on avait que des nœuds qui avaient exactement 8 colonnes, statistiquement, on arrive déjà en fait à 99, beaucoup. Donc ça doit marcher sans, mais par sécurité, du coup, il y a ce système donc de custody, validateur custody qui force les gens riches en fait à avoir plus de colonnes. Oui, c'est ça. Ouais. Depuis la dernière mise à jour, vu que maintenant il y a des validateurs avec différents nombres d'éthers par nœud, on a ce système-là, alors qu'avant potentiellement c'était juste probabiliste à cause de tous les validateurs à la même. Non, alors pour le coup, non, ça impacte peu parce qu'en fait, que tu aies 2 validateurs de 32 Ethers oui. à l'ancienne, donc ça fait 64, ou un validateur nouveau avec 64, ça revient au même. En fait, ce qu'on compte, ce qui est important, c'est le nombre total d'Ethers en fait. D'accord. C'est pas, voilà, un validateur de 2048 ou X validateur de 32. C'est considéré comme pareil. Et du coup, par rapport à cette slide, la question Ouais. complémentaire, c'est actuellement la distribution des validateurs. Est-ce que on arrive au 2048? Est-ce qu'il existe déjà des super validateurs? Ah oui, largement. Enfin, il y a des gens de Kin dans cette salle. J'allais le dire, tu m'as coupé l'heure sur le pied, je voulais avoir le micro. Merci à Kim qui sont dans la salle. Du coup. Oui, en fait, il y a Kin, même sans ça, en fait, tu vois, je sais pas si vous connaissez Rocket Pool ou Lido CSM, en fait, il y a des gens qui ont peut-être pas 2048, mais un certain nombre en fait. Et en dehors de ça, il y a des gens aussi qui eux-mêmes, d'un point de vue altruiste, en fait, activent le Supernode en fait. Même ne serait-ce que les DR2 en fait. Les DR2 en fait, elles ont besoin de récupérer vraiment, de récupérer leur blob en fait. Et pour ça en fait, elles activent cette option en fait. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir ce système en fait en théorie. En pratique, ça coûte. C'est bien de l'avoir si jamais il y a vraiment des problèmes. Donc statistiquement, on n'a pas besoin, mais bon, voilà, c'est fait. Ça nous assure encore un peu plus que les données sont bien disponibles. Voilà. Ça se rapproche finalement en fait pour ceux qui ont téléchargé jadis
des films sur Casa ou quelques réseaux peer-to-peer, en fait, chaque nœud du réseau, il avait pas forcément tout le film, en fait. Pourtant, à la fin, en fait, tout était reconstructible, en fait, et on pouvait récupérer notre film. Faites pas ça. Ouais. Voilà. Hop. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Si jamais vous voulez plus de détails en fait sur cette présentation, cette présentation en fait elle est extraite de peerdas.net, donc vous pouvez scanner aussi ce flashcode, qui reprend tout en plus détaillé et en plus poussé. Et voilà, j'espère que j'étais à peu près clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit laïus sur notre entreprise Comet. On est une entreprise régulée, PSAN enregistrée renforcée, qui attendons avec impatience notre MICA. S'il y a des gens de l'AMF dans la salle, merci de s'occuper de notre dossier. Qui c'est très bientôt. Voilà. On fournit un accès régulé à la DeFi. Donc, on fait tous les checks d'AML et compagnie sur la DeFi. Mais on est aussi custodian. Donc, si vous avez besoin d'un custodian qui est EVM natif, on est très très bon là-dessus et on bosse avec plein de gens très intéressants. Mais parlons un peu de l'issuance d'Ether. Donc c'est un sujet qui revient très souvent, la politique monétaire d'Ethereum, et qui est très souvent étouffé aussi. Donc moi, avant, j'étais assez passif, croyez-le ou non, avec EthCC, je regarde beaucoup de talks, et je voyais régulièrement des gens assez connus dans l'écosystème qui parlaient d'issuance d'Ether, qui parlaient de ça, qui parlaient du sujet, qui disaient attention les gars, on est en train de faire un peu n'importe quoi, il faut faire attention, il y a des problèmes. Et je me disais que ces problèmes allaient se résoudre tout seuls, que naturellement les problématiques qui étaient soulignées liées à l'excès de staking et à l'excès d'issuance allaient être prises en compte, et puis naturellement dans le process des EIP ça allait être intégré et il n'y aurait pas de problème. D'ailleurs, changer la courbe d'issuance, a priori c'est pas beaucoup de changements dans un nœud. Voilà, c'est une ligne. Alors Sigma Prime me dit c'est plutôt neuf, mais franchement ça gère en une matinée. Quoique un petit disclaimer, il y a beaucoup de des slides de ma présentation qui sont issus de présentations de Ansgar, Anders, Kaspar, Justin, Paxi. Enfin, si vous cherchez le thème issuance Ethereum et vous tapez ces prénoms, vous allez tomber sur leur production. Et il y a un talk qui a eu lieu il y a presque un an qui s'appelle If is money, if we choose it to be, and how it relates to the issuance. Qui pour moi, je me suis dit, bah, c'est bon, là, les arguments sont suffisamment forts pour qu'on passe à autre chose. Et pourtant, on en est toujours là. Il y a une sorte de fruit défendu, de fruit empoisonné qui est le staking yield, qui nous empêche d'avoir une réflexion plus poussée et plus coordonnée et plus avancée sur combien on issue d'Ether. En l'honneur de cette présentation, je vais reprendre plein de tableaux de la Renaissance comme ça pour faire une sorte de fil conducteur avec un artiste que j'aime bien, qui c'est George John, et dont les productions sont souvent liées à l'interprétation. Donc vous y mettez un peu ce que vous voulez. Il y a un super beau bouquin qui a été écrit sur l'interprétation de ce tableau, La Tempête. Donc voilà mon interprétation de La Tempête. Voilà le paradis perdu. Vous connaissez l'histoire, évidemment. Adam et Ève ont été déchus et ont quitté le jardin d'Éden. Et ils se retrouvent maintenant... d'un côté, les corps dev qui doivent accoucher très difficilement de plein de IP, et c'est dur comme travail. Et de l'autre côté, les head holders qui doivent travailler pour avoir leur yield. Et un paradis perdu dans lequel on pouvait créer des Ethers sans avoir d'externalités négatives. On ne peut pas créer infiniment des Ethers sans en avoir infiniment d'externalités négatives derrière. Donc parlons un peu de cette politique monétaire sur Ethereum. Donc le changement, l'évolution du supply d'Ether, c'est combien on donne aux validateurs, moins combien on burn de fees. Voilà. Donc quand vous payez un blob, vous burnez des fees. Quand vous faites une transaction sur Ethereum, vous allez burner des fees aussi, c'est très bien. Et quand vous avez un validateur, il y a une courbe qui définit combien on vous donne de reward. Alors cette courbe, elle est à peu près égale à 166 multiplié par la racine du nombre d'Ether at stake. Paf. Je dis à peu près égal parce qu'en fait le 166, ça dépend si vous êtes tout le temps actif. Si tout le réseau est tout le temps actif, on est plus proche de 166.6. Enfin bon, c'est un détail. Voilà, grosso modo, 166 fois le nombre d'Ether at stake. Donc si vous avez fait un petit peu de maths, vous vous dites, bah, du coup, si le nombre d'Ether at stake, on reward plus. Eh oui, plus il y a de nombre d'Ether at stake, plus on reward. Mais ça ne cite pas de ratio. Ça ne vous dit pas si on est à 100% d'Ether at stake, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Ether du tout dans la circulation. Mais de l'autre côté, on paye 1,66. Voilà. Bon, 1,66 du supply qui est nouvellement minté.
Et puis évidemment, on burn des fees. Depuis l'EIP 1559, on a un système qui fait que lorsqu'on prend la taille du bloc, plus elle est demandée, plus on brûle d'Ether. Donc quand le bloc est très rempli, ben, on brûle beaucoup d'Ether. Quand il n'est pas trop rempli, le prix du gaz baisse et on burn moins d'Ether. Donc en fait, l'Ether se consume à mesure qu'il est utilisé. Donc dès qu'on a une bonne demande pour l'output principal du protocole, ben, plus on va avoir de consommation d'Ether et donc de destruction d'Ether et par effet évidemment de contraction du supply, quoi. On a une autre EIP qui est 4844 qui a introduit les blobs et maintenant une nouvelle EIP qui va les améliorer avec PeerDAS et une nouvelle EIP encore dont je vais parler très très brièvement qui va changer comment le prix des blobs va être géré. Mais grosso modo, voilà, si on vous dit en entretien pour une boîte qui fait des trucs sur Ethereum, du coup ça évolue comment le supply d'Ether? La réponse c'est les validator rewards moins les fees. Et voilà, vous avez la bonne réponse. Quelques noms pour TLDR sur les économies, les théories économiques de la politique monétaire en général, de façon moderne. Stigler, d'une part, en fait, meilleure est l'information, meilleure sont la diffusion des informations sur comment se forme le supply, mieux c'est un bien économique l'information, donc c'est important de comprendre comment ces supplies se font. Par exemple, il y a plein de protocoles qui ne sont pas très clairs sur leur évolution de supply. Demandez à des gens, je sais pas, de Ripple par exemple, comment évolue leur supply. Demandez à ChatGPT, ils vont dire voilà. Il y a des systèmes d'unlock aussi, il y a des systèmes de tout ça. Mais ça permet quand même de se comparer. Et c'est une grande force pour certains protocoles comme Bitcoin que de dire nous on fait 0,8 par an. Voilà. Et dans 2 ans on fera 0,4. Et dans 1 an on fera tant, etc. etc. Donc c'est important de pouvoir former des bonnes anticipations par rapport à ça. Et il y a des entités dans l'économie qui régulent, qui essaient de faire avancer les choses, et elles sont souvent capturées par les industries qui les régulent. Donc on a un système intéressant avec Ethereum qui est que tout le monde peut créer un nouveau client et faire partie des core dev meetings et faire évoluer la chose, mais ça crée une barrière technique à l'entrée de la capture de la régulation par le processus des EIP, je trouve. Bon, de manière générale, l'inflation est toujours un phénomène monétaire, ça on le sait depuis Friedman, donc plus vous printez, plus est grande l'inflation et donc moins le pouvoir d'achat de votre monnaie est élevé. Donc c'est un peu mieux d'avoir des règles qui permettent aux gens de bien définir comment ils vont faire leurs anticipations et de se rendre compte quel va être le pouvoir d'achat de leur monnaie dans le futur. Et puis Hayek nous disait derrière que de toute façon il faut un maximum d'informations, il faut vraiment diffuser tout ça parce que la monnaie en général, le nombre de monnaies en circulation et les prix, c'est ce qui permet aux gens de faire des anticipations et quand ils font pas de bonne anticipation, ils font pas d'action d'achat. Et donc, plus on a quelque chose qui est anticipable, désolé pour le mot barbare, mieux c'est pour cette chose, en termes d'accessibilité pour le marché, d'intérêt pour le marché, etc. Ok, donc en pratique, ça veut dire quoi? Quand on regarde cette 166 multiplié par racine de nombre d'Ether at stake, on a cette super courbe qui est 8 supply sur Ultrasound Money, que j'ai consulté le 12 novembre pour faire ce screenshot. Donc vous voyez grosso modo 3 phases ici. La première phase, c'est celle-là, EIP 1559. On n'était pas encore complètement en proof of stake. On mintait aussi des Ethers pour payer les mineurs à l'époque, en plus des stakers. Et puis à partir du merge, on a cette deuxième phase, à partir du panda ici, du merge, où on est dans la phase ultrasound. C'est-à-dire qu'on combattait le principal argument marketing de Bitcoin qui est « c'est 21 millions, il n'y en a pas plus !» On disait, ouais, c'est Sound Money, mais nous, on est Ultra Sound Money. Ouais, il y en a 121 maintenant, mais ça va descendre. On va passer sous 120. Enfin, à mesure qu'on consomme, il y en a de moins en moins. Voilà, nous, on est Ultra Sound. Donc, votre idée de Sound Money, vous êtes gentil, mais payez déjà pour votre forfait de sécurité dans 10 ans, quoi. Réfléchissons-y avec vos fees. Non, Ultra Sound, c'était très puissant comme façon de marketer Bitcoin. Et c'est d'ailleurs une des quasiment seules façons de marketer Bitcoin. À l'époque, on avait un bon truc pour Ethereum qui était de dire on est Ultra Sound. Parce que l'Ether était très consommé. Pour des bonnes et des mauvaises raisons, j'y reviendrai. En tout cas, cette phase d'ultrasound, elle s'est arrêtée net à partir du moment où on a introduit les blobs, puisque ça a permis au L2 d'être beaucoup plus rentable, de permettre beaucoup plus d'adoption. Mais d'un autre côté, ça a brûlé beaucoup moins de fees sur Ethereum. Donc on se retrouve maintenant à une situation où on a Bitcoin qui grossit de 1,4 par an, en termes de supply qui circule, et Ethereum qui grossit de 0,8 par an en termes de supply qui circule. Donc c'est 0,8 net des fees qui sont burnés par le protocole. Donc si vous ne vous intéressez qu'à ça, vous voulez faire un jugement un peu
avancé sur les blockchains, vous êtes jamais servi d'une blockchain, vous en avez que acheté sur Coinbase, bon voilà, très bien, et vous dites je vais acheter celle qui grossit le moins vite parce que bon, celle se dilue le moins, bah, vous pouvez vous dire celle qui se dilue le moins, a priori, il y a de bonnes chances que ce soit Ethereum. Peut-être que dans 4 ans, bah, on aura divisé, enfin dans 2 ans, on divise encore par 2 l'émission du circulant sur Bitcoin, donc on passe à 0,7. Et là, si on reste toutes choses égales par ailleurs pour Ethereum, vous pourrez dire, bah ouais, non, en fait, maintenant Bitcoin se fait un peu plus rare que l'Ether, donc je suis plus intéressé et tout. Mais bon, n'empêche, dans 6 ans, on sera moins bon que Bitcoin. Alors, si vous voulez comparer par l'autre blockchain qui n'est pas un stablecoin sur l'émission, dans le top des plus grosses market cap, je crois que c'est Solana, ils font 4,2%, mais avec 10% d'unlock en plus. 14%. Un gros unlock. Mais au moins, ils sont publics sur leur unlock. Donc il y a aussi une question de maturité et de défense de notre maturité. Pouvoir dire, bah, en fait, oui, on émet peu parce qu'on n'a pas besoin. En fait. On est capable d'avoir de la sécurité sans en émettre autant. Et aussi d'offense, enfin d'attaque, de pouvoir dire, bah oui, vous êtes gentil, c'est normal, quand un protocole se lance, il fait 10% d'augmentation de sa supply. Ça permet de donner un petit peu plus aux investisseurs qui ont bloqué des tokens, qui n'ont pas forcément la liquidité, qui n'ont pas tout ça, etc. Donc c'est un argument de différenciation d'Ethereum qu'on n'est pas capable d'utiliser parce qu'on n'est pas encore très bon sur notre façon de communiquer autour de notre politique monétaire. Donc qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? 35.5, j'avais regardé ça le 12 novembre, il se trouve qu'on est plutôt à 35.6 aujourd'hui, donc 20 jours plus tard, on a déjà pris un petit tic de 0,3%. 0,3% en 20 jours, ça fait beaucoup, mais vous allez voir que ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant d'Ethers qui viennent à stake. En termes de yield, ça vous donne 2,89, donc vous avez 2,7 pour juste de l'issuance. Alors ça, c'est le protocole qui vous imprime des nouveaux Ethers. Sur Bitcoin, en disant they are fresh from Coinbase, il y a la fonction Coinbase de Bitcoin qui vous imprime ces bitcoins et il vous les donne. Bah là, en fait, c'est la Beacon Chain qui vous donne ces nouveaux Ethers. Voilà, ils apparaissent sur votre wallet. Vous avez des tips, parce que vous pouvez passer vos transactions un peu plus vite en donnant un tips, un petit pourboire, et vous avez de la MEV, qui est de l'optimisation de l'organisation des transactions dans un bloc, et ça vous paye un petit peu aussi. Bon, grosso modo, 2,9, voilà. Donc en issuance, avant le burn, ça fait 0,82. 0,82 d'issuance, ça veut dire que tous vos Ethers qui ne sont pas stakés, ils sont dilués de 0,82 par an. Voilà. Ça, c'est la dilution générale du réseau pour payer pour notre budget de sécurité. Ça va? Vous allez voir les courbes. Ok, nouveau tableau que vous pouvez voir à Vienne, les 3 philosophes. Donc ils regardent vers une caverne. Alors, il y a plein d'interprétations de ce tableau. Moi j'aime bien la version platonicienne. En fait, ils sont sortis de la caverne. Voilà, ils ont arrêté de confondre les ombres et la réalité des objets. Mais pourtant, ils continuent de regarder dans la caverne. Donc parlons un peu des problèmes avec l'issuance et l'issuance en pratique. Issue et issuance, vous voyez le jeu de mots que j'essaie de faire en anglais là-dessus. On a un nombre d'Ethers qui augmente. Et il est bien parti pour continuer d'augmenter très fort. Donc c'est en partie un problème existentiel assez fort pour Ethereum. J'espère pouvoir vous convaincre de ça. Au pire, j'ai des cajots de tomates sous vos chaises. Je crois qu'il y a des gens de clean ici qui vont peut-être nous agresser. On va m'agresser. Ou on pourra en parler autour d'une bière. Non, en fait, je rigole. En fait, les discussions qu'on a sur ce sujet avec les roll-up de service et autres sont très constructives. Et c'est un problème qui est assez documenté depuis 3 ans. Vous pouvez aller voir sur issuance.wtf. Vous avez plein de ressources qui sont affichées sur le sujet. En fait, ce qu'il faut, je pense, retenir derrière tout ça, en tant que e-folder, participant de la communauté, de l'industrie, quoi que ce soit, c'est que le staking, ça protège Ethereum aujourd'hui. Mais c'est aussi quelque chose qui peut menacer Ethereum si on en abuse. Donc pourquoi c'est problématique quand on en abuse? Il y a 2 catégories d'arguments là-dessus. Il y a une première catégorie qui est la sécurité d'Ethereum. Donc on va devoir un peu parler de la sécurité du proof of stake et pourquoi c'est grave d'avoir 100% d'Ether à stake, par exemple. Et il y a un problème, il y a une deuxième catégorie d'arguments qui est plutôt sur la marketabilité, enfin à quel point on peut rendre l'Ether comme un actif désirable pour le marché, et la moneyness, ce qui est un très joli mot en anglais qui ne trouve pas vraiment d'équivalent en français. S'il y a des gens de l'Académie française. Voilà. Je me fais toujours marrer de penser à la nuagique pour le cloud computing. Si vous pouvez nous trouver un mot pour le moneyness. La monétisabilité, je sais dire, bon, c'est pas top. Mais en tout cas, on se rend compte que le moneyness d'Ether est de moins en moins bon à mesure où on passe à des niveaux de ratio de staking qui sont de plus en plus élevés. Alors parlons un peu de la sécurité. Donc il y a un premier problème qui devrait vous faire très peur. C'est la crédibilité d'un gros problème de slashing.
Si Lighthouse n'a pas fait bien son boulot et que tous les gens qui tournent le protocole, enfin le client Lighthouse a un problème, gros problème de consensus, et il se trouve que ce problème de consensus, bah, c'est Coinbase Custody qui fait tourner Lighthouse. Donc vous avez, je sais pas, 15% des Ethers at stake qui risquent de se faire slasher. Plus on a des acteurs qui sont centralisés, importants, très gros, qui exposent à ce genre de slashing event, moins c'est crédible de dire vous devez vous protéger contre ces événements de slashing, vous devez tourner plusieurs clients, vous devez être capable de réagir à ce genre de choses. Plus on a ces acteurs qui sont importants, qui sont soumis à ce genre de problème, moins c'est crédible de dire bah, on va slasher cet acteur. Il a 25% des Ethers à stake, mais il s'est trompé, il a fait tourner un truc. On ne pourra pas distinguer entre c'est un problème du protocole, c'est un problème du client, c'est un problème d'une mauvaise action. Non, il faut le slasher et puis il faut sortir ses Ethers. Donc ça, c'est problème dit de bug de super majorité. C'est un vrai problème de l'accroissement de certains acteurs et de la taille de certains acteurs qui fait que on est de moins en moins crédible à vouloir pénaliser les gens qui potentiellement misbehave. Ils se comportent mal sur le réseau. Et le fait qu'on soit moins en moins neutre, de moins en moins crédible là-dessus, c'est quelque chose qui impacte la qualité de notre block space. C'est-à-dire que ce qu'on produit avec une blockchain, c'est de l'espace de bloc ou de l'espace de stockage avec les blobs. Mais en fait, on produit des choses qui doivent être crédibles. Pour dire aux gens, bah ouais, c'est neutre, c'est crédible, il n'y aura pas de problème. Ah ben non, en fait, il y a quelqu'un qui a misbehave, mais en fait, comme on ne sait pas distinguer s'il a misbehave ou si c'est juste un bug, on va considérer que c'est pas grave, ça fait une fois, il peut se tromper là-dessus. Ben, plus on a d'acteurs qui sont importants et qui représentent quelque chose de gros là-dessus, moins c'est crédible de faire ce genre de slashing. Et il y a un autre problème qui est le fait qu'il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez d'apprendre que vous avez 0,8% de dilution par an. Personne n'a couru mettre ses Ethers à stake ou convertir ses Ethers en Lido ou en Rocket Pool ou que sais-je. Quand vous êtes à 1.2, 1.3, 1.4, la question elle commence un peu plus à se poser, quoi. Donc il y a un effet boule de neige sur le fait que Alice, qui n'utilise pas un truc de staking, quand elle voit qu'il y a 60% des Ethers at stake, elle va se dire bah ouais, pourquoi pas moi, la majorité de tout le monde stake, donc moi aussi je vais staker. Et vous avez de moins en moins d'Ethers qui sont disponibles, avec des conséquences sur la défense de la décentralisation sur Ethereum. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un acteur qui est très important et qui a 40% du staking, et que vous avez peut-être 20% des Ethers at stake, bah, ça fait 80% des Ethers at stake qui peuvent dire bah non, nous on va les staker chez le concurrent, il n'y a pas de raison de laisser un gros acteur comme ça. À l'époque où on avait juste du mining, c'était facile de switcher d'une mining pool à l'autre mining pool. Là, c'est un peu plus difficile, évidemment, mais au moins, il n'y avait pas ce problème de juste observer et garder des réserves de mining pour pouvoir dire non, on défend la décentralisation et on défend notre crédibilité là-dessus. Donc il y a aussi dans certains cas d'attaque d'Ethereum, genre la moitié des Ethers at stake qui commencent à misbehave, il faut qu'il y ait une coordination sociale au niveau juste des réseaux et des gens qui discutent, qui disent ah non attention on a un problème, et cet acteur il est vraiment en train de faire n'importe quoi, il faut agir. Ça demande souvent de venir avec des Ethers et de les mettre at stake et de les coordonner. Donc plus on a d'Ethers qui sont loqués at stake, plus c'est difficile d'aller faire ce genre de coordination. Maintenant sur la marketabilité, et sur la monétisabilité de la chose, c'est plus facile de vendre l'Ether, de vendre Ethereum et l'Ether comme instrument de spéculation, de conservation de la valeur, d'utilisation sur le futur. Vous devriez en acheter maintenant parce que ça vous en servira plus tard. Si vous avez un supply d'Ether qui est au moins fini, ou au moins, si possible, en train de diminuer, et au moins fini. C'est-à-dire que c'est plus facile de marketer l'Ether. Au moins, on peut se dire, très bien, Bitcoin a au moins très bien réussi à ça. Alors, sinon, de nous inspirer un peu des choses qui ont réussi. Et à mesure qu'on voit des acteurs plus sophistiqués rentrer, des acteurs institutionnels notamment, la question se pose de, oui, mais c'est quoi ma dilution? Est-ce que je devrais les staker? Est-ce que je ne devrais pas les staker? Quel risque je prends à les staker? Bon, alors si je stake, j'ai 3%, moins la dilution, ça fait 2,2. Ok, pas mal, parce que moi, je vais mettre 15 milliards pour acheter ces trucs. En fait, ces questions de dilution, elles deviennent de plus en plus prégnantes pour ces acteurs. D'où la problématique de marketabilité derrière le fait que quand on a 100% d'Ether at stake, il n'y a plus aucun Ether qui sont disponibles dans le marché. Plus aucun Ether qui sont disponibles dans le marché, c'est pas forcément une bonne idée. J'en parle juste à la fin. Vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a plus d'Ether qui sont sur les marchés parce que tout est at stake, le prix peut que monter. Non, il y a beaucoup de slippage. Ce qui fait que quand vous voulez vendre, vous vendez avec des gros discounts. Et ça, c'est un gros problème pour l'adoption.
Parce que quand vous voulez faire des gros achats ou des grosses ventes, bah, il n'y a pas d'essai d'Ether dans la profondeur. Donc il y a aussi un argument très important sur à quel point est-ce que l'actif est achetable. Est-ce que je vais prendre un gros slippage si je mets un buy d'1 milliard? Est-ce que je vais prendre pas du tout de slippage? Enfin, la profondeur du marché est très importante. Et aujourd'hui, notre plus gros product market fit dans Ethereum, c'est la DeFi. Voilà. On a très très bien réussi ça. On est en train de bien réussir d'autres choses comme la privacy, la gouvernance et j'en passe et des meilleurs. Mais la DeFi, elle se nourrit de la capacité à avoir un actif trustless, qui est aussi un excellent actif à utiliser en collatéral, qui est l'Ether. Donc plus on pousse les Ethers à aller at stake, moins on a d'Ethers qui sont disponibles dans la DeFi. Et plus encore, lorsqu'on remplace ces Ethers par des liquid staking tokens, bah, en fait on change notre modèle de gouvernance. On n'a plus un token natif qui est trustless, on a un token de gouvernance, et quelques-uns qui se font un peu concurrence. Et ça a des conséquences sur la crédibilité de notre système, puisque on se sert de LST pour faire nos transactions plutôt que de se servir d'Ether. Bon, petit bonus, ces deux arguments, en fait, ils se mélangent. Évidemment, on a l'avantage, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on devrait beaucoup plus marketer sur Ethereum, c'est de pouvoir dire notre sécurité, elle peut se mesurer en termes économiques. Vous pouvez dire, pour attaquer Ethereum, il faut avoir un tiers des Ethers at stake. Enfin, il faut avoir des Ethers at stake, il faut misbehave. À 2 tiers, vous êtes très bien. À 1 tiers, vous pouvez faire quelques trucs. Quand vous avez 2 tiers des Ethers at stake, vous pouvez commencer à vraiment poser des problèmes. À la moitié, vous pouvez commencer aussi à faire des trucs qui ne sont pas vraiment pas sympas. Mais on peut mesurer combien ça coûte d'acheter ces Ethers et de monter le nombre d'Ethers at stake comme ça. Donc on se compare avec d'autres blockchains. Là-dessus, j'ai l'impression que Bitcoin a un peu abandonné la chose en disant de toute façon, oui, ça coûte cher de faire des machines, donc voilà. Les gens ne feront jamais des machines, et puis voilà, c'est de l'énergie. Donc, allez, énergie, on n'en parle plus, quoi. Mais on peut quand même comparer en disant, bah ouais, un Antminer S, je sais pas combien, ça vaut X 1000 euros, et donc pour faire autant et 51%, ça coûte tant, et ça coûte tant, et ça coûte tant. Et quand on fait ces comparaisons, il y a 1000 d'ordre de magnitude supérieurs sur la sécurité d'Ethereum, ne serait-ce que pour faire une attaque. Et ça, c'est très important parce que ça nous rend crédibles, ça nous rend encore plus intéressant pour des institutions qui ont envie de mettre leurs actifs les plus importants sur une blockchain. Et le coût de cette attaque, bah, évidemment, il est lié au prix de l'Ether. Donc lorsqu'on fait baisser le prix de l'Ether, bah, on baisse aussi le prix des attaques. Donc c'est bien d'avoir de l'Ether qui coûte cher. Ouais. Bien pour la sécurité du protocole et pour le protocole en général, pas que bien pour ce que vous avez dans vos poches, quoi. Mais voilà, c'est bien. Évidemment, en plus, il y a des effets de winner takes all, parce qu'il y a un peu d'économie d'échelle par-ci par-là. Donc, si vous avez un liquid staking token et que vous êtes le plus gros des liquid staking tokens, naturellement, on va aller vers vous. Il y aura un peu de compétition et tout, mais il y a des effets de winner takes all qui ne sont pas forcément très intéressants pour la défense et la crédibilité du système. Alors, certains ici sont stakers, j'imagine. Moi, je suis staker. Voilà, donc, le yield que je fais, il est. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête, quoi. Après tout. J'ai un risque opérationnel, hein, j'ai mon nœud à la maison, j'ai pas encore fait mon upgrade, j'espère que je vais pas rentrer trop tard ce soir. Voilà, j'ai des risques de liquidité, hein, si je veux acheter du Fartcoin ou du Trumpcoin, mes Ethers sont à stake, comment je fais? Je peux pas me leverager pour acheter plus d'Ethers, pour ce qui est parfois un avantage aussi de ne pas pouvoir se leverager pour pas pouvoir se faire liquider, mais bon, il y a les risques de liquidité. Je parle pas encore des problématiques type ah oui, on peut bypasser la sortie du staking avec quelques petits tricks. Mais bon, en fait, j'ai des problèmes de liquidité, hein, de toute façon. Et puis, j'ai des coûts d'opportunité là-dessus parce que je pourrais faire autre chose de mes Ethers. Je pourrais y accéder de différentes façons, quoi. Bon, en fait, comme dans tout marché, normalement, il y a une courbe d'offre et de demande. Vous avez une demande pour du staking et une offre pour du staking. Et le prix du staking, enfin la rémunération du staking, c'est le yield. Donc, cet équilibre, normalement, il se trouve au moment où vous avez le staker marginal qui a un prix de réserve, un yield de réserve. Quand il atteint ce yield de réserve, il dit bah non, en fait, moi je préfère poser mes Ethers sur AV ou sur un autre protocole de DeFi qui me rémunère et qui n'a pas trop de risques. Donc voilà, je ne vais pas les staker, je vais aller mettre ça sur ce protocole comme ça, quoi. Donc posez-vous la question, est-ce que vous considérez que staker, c'est plus risqué ou moins risqué que de mettre vos Ethers sur AV? N'empêche, le yield sur AV, il est de 1.2 et le yield sur le staking, il est de 3, quoi. Il y a quand même d'assez bons indicateurs, ces bons signaux qui fait qu'on est assez loin de ce reservation yield. Et
qui indique que de toute façon notre courbe de reward du staking, elle est définie protocolairement. Donc c'est pas vraiment une courbe qui s'ajuste par rapport à nos besoins en sécurité. Et ça c'est un problème puisqu'on utilise la même courbe depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc on avait choisi cette courbe à une époque où on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir sortir du staking. Voilà, on a dit aux gens allez staker. C'est une priorité. On va désactiver la proof of work et on va faire que de la proof of stake. Et là, vous pourrez withdraw. Bon, on ne sait pas encore. Bon, on verra, mais en tout cas, on va le faire. Vous inquiétez pas, quoi. Donc là, effectivement, il fallait probablement une courbe assez bien disante sur le reward. Et entre-temps, on a eu l'effet Lindy. Qui est, bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont perdu de l'argent sur Balancer, mais normalement, lorsqu'un smart contract est assez vieux, plus un smart contract est vieux, moins il y a de chances qu'on trouve un hack dedans. Donc voilà. Ça ne marche pas pour tout, mais en moyenne, ça doit marcher. Donc, il y a de moins en moins de chances qu'on trouve des problèmes dans le staking. Bon, les modalités de sécurisation des comptes sont bien meilleures. Vous avez du liquid staking maintenant. Vous avez des mécanismes qui vous permettent plus ou moins de retirer, de plus ou moins de vous backer aussi avec des stratégies qui peuvent être delta neutral. On peut dire, en fait, ouais, j'ai mes Ethers à stake, mais j'ai pas envie de perdre sur la valeur de mes Ethers. Donc, est-ce que je peux acheter une option Grâce à la DeFi, ça se diffuse aussi beaucoup. Vous avez une clarté aussi sur la régulation du staking, comment vous allez payer vos taxes là-dessus. Et puis aussi, il y a des protections contre le slashing qui sont disponibles dans les clients maintenant. Donc, c'est difficile de ne pas considérer que depuis 5 ans, les conditions et le risque premium que perçoivent les stakers s'est amélioré. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'on utilise la même courbe. Donc, pourquoi maintenant ? En fait, le risque premium, il va continuer à être de moins en moins élevé. Les client teams sont bien fundés pour la plupart, j'ai envie de dire. C'est des belles boîtes, elles ont des bons backers, elles travaillent très très bien. On fait des choses de plus en plus intéressantes et pas mal de gens parlent d'ossification aussi du protocole, donc ça permettra aussi de rendre les choses de moins en moins risquées. La clarté, la diversification des acteurs va continuer à avancer. Voilà, le risque premium va continuer à baisser. Ou au moins, il va se maintenir, quoi. Vous avez une adoption institutionnelle qui arrive assez massivement. Vous avez des LST qui commencent à être très communs, voire même à la limite liés à des ETF ou liés à des L2. Et pourtant, évidemment, le staking paye 2 fois plus que sur AV. Bon. Le niveau de staking est au-delà de 30% aujourd'hui. Voilà. Et on a une bonne occasion de changer cette petite ligne qui dit c'est pas 166 fois le nombre d'Ethers et puissance 1,5. C'est stake puissance 1,5, c'est autre chose. Donc par rapport aux ETF, j'ai fait cette présentation à Buenos Aires au Hitstaker, je l'ai modifié un peu depuis, mais juste après moi il y avait Hildebert Moulier, Hildebi sur Twitter, qui faisait des datas sur le staking. Et il disait en fait voilà le stake ETF de Grayscale qui a été approuvé en octobre, qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs Ethers? Ils en ont mis 70 à stake. Voilà, ils se sont dit en fait quand vous avez un ETF, vous êtes censé pouvoir exit les gens immédiatement. C'est-à-dire si les gens disent voilà, je veux vendre mon ETF, vous êtes censé sortir la chose, les trucs que vous avez en contrepartie et le vendre. Donc s'ils mettaient 100%, il y a une queue pour sortir. Vous ne pouvez pas forcément tout sortir quand quelqu'un vous dit faut sortir. Donc ils ont dit 30% de réserve, c'est bien. 70 at stake, c'est bien. Donc voilà, ça nous permet de gérer notre liquidité, de gérer notre machin et tout. Qu'est-ce qui se passe si toutes les dates, tous les ETF font la même chose quand ils sont approuvés ? Ça fait grossir énormément les Ethers at stake. Donc j'ai pris un pari à Buenos Aires, comme quoi on allait avoir 45 millions d'Ethers at stake. 40 millions d'Ethers. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est exactement ce pari. Je crois que plus de 40, voilà, c'est sûr. Et pour moi, en fait, juste ces acteurs qui rentrent, c'est ceux qui sont listés là, Grayscale, Fidelity, Bitwise, Vendek, etc. C'est au bas mot 7,7 millions d'Ethers. Donc pour l'instant, on a une croissance de 0,3, donc ça va plutôt dans le sens de mon pari, donc tant mieux. J'ai parié un billet de $1 milliard zimbabwéen, j'espère que je l'aurai. Et ce qu'on ne sait pas dans cet effet de staking, c'est qui va staker. Alors, les défenseurs de l'absence de changement nous disent ils vont tous staker avec leur propre truc. C'est vrai, il y a tellement d'argent en jeu, ils vont staker avec leur propre truc. Mon hypothèse, son rasoir d'Occam, c'est que la plupart vont staker avec Coinbase Custody et on va se retrouver avec un opérateur comme Coinbase Custody Staking qui a peut-être 20% du staking d'Ether. Donc ça commence à faire beaucoup.
Ça commence à faire beaucoup là, non? Bon, sachez qu'on a une histoire sur Ethereum qui est assez pavée de changements de notre politique monétaire. Donc il y a mon argument qui est faut pas changer, faut surtout pas changer, parce que changer c'est pas bien. Alors on a changé en 2017, en 2019, en 2021, en 2022, et parfois fort. On est passé de 5 à 3 sur les rewards par bloc, on est passé de 3 à 2, on a burné les fees en disant aux gens il n'y aura plus de rewards sur les fees des transactions, on va burner ces Ethers pour les holders à la place. Ok. Et puis, by the way, mettez les cartes graphiques à la poubelle. Enfin non, branchez-les sur les AI et achetez des actions Nvidia, vous allez voir. Ça va marcher quand même, quoi. Et bon, j'ai conscience de la fatuité de ce genre d'argument, mais n'empêche, quand on baisse le reward, ça fait augmenter les prix. En fait, c'est un facteur qui est assez facile à comprendre, c'est que la plupart des modèles macro qui regardent Ethereum comme une économie vous disent en fait la monnaie c'est neutre. C'est un enseignement de la théorie macroéconomique et normalement la monnaie c'est neutre. Vous pouvez, si vous mettez plus de monnaie en circulation, vous n'allez pas avoir un plus gros PIB. Voilà, si vous corrigez de l'inflation, ça reste pareil. Donc la seule façon de faire monter le prix, c'est d'avoir des effets d'adoption, de considérer que votre économie est plus importante, elle est plus consommée. Donc les effets d'adoption sont bons pour votre market cap, quel que soit le niveau de votre monnaie. Et c'est à peu près tout ce qui compte, quoi. Néanmoins, si vous avez plus d'Ether en circulation et pas plus d'adoption, vous avez la même market cap avec un prix d'Ether plus bas, comme c'est neutre. Voilà. Donc il y a une EIP qui arrive, qui s'appelle 7918, qui va changer comment on consomme les blobs. Enfin, le marché pour la consommation des blobs qui, a priori, va générer plus de fees. Donc ça va être un effet de rarification de l'Ether, diminution de l'issuance, diminution de la dilution qui va être positif pour la perception de l'Ether par l'extérieur. Mais bon, en tout cas, si vous ne vous intéressez qu'au prix, sans adoption, le bon truc à faire, c'est imprimer moins, printless et burn more. Voilà. Ça, c'est sûr que adoption égale, ça marche et ça fait monter les prix. Enfin, c'est sûr. C'est sûr dans des bonnes conditions de marché et pas ultra spéculatives ou de gros tourments internationaux. Donc il y a plus de 60 talks et articles qui sont disponibles sur issuance.wtf. Allez voir. Je vous en ai fait un extrait un peu générique là-dessus. Et c'est intéressant parce que c'est pas que de la recherche qui émane de la fondation Ethereum. Il y a plusieurs Ivy League et plusieurs institutions qui sont bien rankées sur le classement de Shanghai qui ont étudié la chose. Moi, ça m'a un peu touché de voir qu'il y avait des chercheurs internationaux qui disaient tiens, c'est chouette, on va parler un peu de ce truc-là, on va modéliser cette économie, on peut la regarder comme ça et tout. Et grosso modo, il y a un assez fort consensus entre 20 et 30%, c'est bien. Ça protège contre toutes les problématiques qu'on peut avoir sur des augmentations trop grandes qui mettraient en péril Ethereum parce que moins de moneyness, parce que problématiques d'attaque qui ne peuvent pas être gérées correctement à cause qu'il y a déjà trop d'Ether at stake et tout ça. Le fait qu'on overpaye, c'est-à-dire qu'on paye notre sécurité plus que ce qu'on devrait, ça dilue tout le monde. Et ça devrait être quelque chose que tous les holders demandent. Genre, rien, faut quand même, faut le demander, quoi. C'est important, même si lorsque vos Ethers sont chez Coinbase, vous les mettez at stake et vous prenez 0,30% de fees. Je crois qu'ils ont augmenté leurs fees récemment. Oui, effectivement, vous allez vous dire, je les laisse là-dessus et je les utilise pas. C'est aussi moins d'Ethers sur la DeFi, évidemment. Donc il n'y a pas vraiment de courbe, je vais vous montrer quelques courbes, promis. Il n'y a pas vraiment de courbes qui sont parfaites, puisque chaque courbe va avoir des impacts sur certains acteurs ou d'autres. Mais il y a un consensus qui, à mon avis, est plus facile à atteindre sur le fait de se mettre d'accord sur une règle. Par exemple, pas plus d'issuance que X par an. Et de se dire, voilà, Ethereum adopte sa règle d'or, sa Diamond Rule, par exemple. Voilà, on a notre règle diamant pour Ethereum. C'est de dire, on ne fait pas plus de 0,25, pas plus de 0,5, pas plus de 1%. Et en même temps qu'on fait cette règle, on propose un changement dans cette courbe. Et si jamais on se rend compte que ça a vraiment impacté trop certains types de stakers ou qu'on a réduit la diversité des stakers, on peut potentiellement changer de courbe parce qu'on a plusieurs classes de courbes qui sont disponibles. Mais bon, en tout cas, se mettre d'accord sur le fait que, par exemple, on fait 0,5 par an, ça permet de dire, pour les 10 prochaines années, on va issue moins que Bitcoin. Voilà. Et probablement 10 fois moins que les High Layer 1 qui se lancent, quoi, ou les nouvelles générations d'Ethereum qui lancent, quoi. Et ça, c'est un fort argument pour se différencier, pour dire c'est bien, vous avez innové avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles approches de consensus, avec des trucs plus centralisés de certaines façons et plus rapides là-dessus, mais votre écosystème a besoin d'imprimer pour se lancer. Très bien, nous, on est déjà mature.
Alors c'est une conversion qui est assez vieille, alors voilà aussi, bonne chance pour relire tout ça. Mais bon, Vitalik en parlait déjà au moment où on se posait la question de caper le nombre de déposits total. C'est-à-dire qu'avant de lancer la Beacon Chain, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe si jamais tout le monde veut staker? Oh non, ça va pas, il y a plein de problèmes parce qu'en plus ça nous empêche de faire de la single slot finality. Donc il y a un subplot, considéré que c'est la version, le subplot de Game of Thrones. Il y a une sous-série qui arrive derrière qui est le single slot finality. Donc c'est aussi important de pouvoir avoir une finalité plus rapide. Et ça permet aussi de faire des trucs d'interopérabilité assez chouettes. On s'est dit, mince, pour le single slot finality, il ne faut pas qu'on ait trop de gens. Et si on capait à 30% du maximum d'Ether at stake? Donc il y avait déjà ces questions, enfin 25 je crois à l'époque. De même Dankrad, l'un des auteurs du Dank Sharding, qui disait non mais en fait il y a une question de security budget et en gros un quart des Ethers c'est déjà beaucoup quoi. Ça vraiment ça suffit quoi. Faut pas aller au-delà de ça parce qu'après on a des externalités négatives. Donc à quoi ça ressemblerait un bon changement? Déjà ce serait un changement qui est vécu comme une fête. C'est là qu'il fallait lancer la musique, la compagnie créole va rentrer, on va faire la fête et tout, c'est génial. Et puis il faut en parler pour dire qu'en fait, ce changement, il va permettre d'avoir de staking qui est positif pour tout le monde, d'essayer de ne pas tuer certains acteurs au détriment d'autres. C'est bien pour les holders de pouvoir se rendre compte que en fait, j'ai une inflation maximum, j'ai une dilution maximum, c'est trop bien. Et pour le réseau en général, c'est génial parce qu'on va arrêter de trop payer pour notre sécurité. On va garder l'Ether comme un collatéral de choix et on va essayer de promouvoir un peu les solo stakers qui sont pour une grande partie un des grands acteurs d'une des formes de décentralisation qu'on a dans le staking. Donc par exemple, si on fait 0,5 Perrière, vous avez une classe de courbe qui est intéressante, qui est favorisée par certains acteurs qui vous disent oui en fait voilà on a cette classe de courbe, elle diminue très vite ou pas très vite selon les exposants qu'on met dans la courbe. Voilà, on peut être plus ou moins rapide dans la diminution, on peut rien changer par rapport à... Enfin, là pour le coup à 0,5 forcément on va changer quelque chose par rapport à l'émission actuelle, mais on pourrait avoir une diminution très lente. Et l'autre qui disent non en fait on va faire 1%, le croissant. Voilà, Justin Drake en avait parlé, ce croissant, en disant on fait 1% de max. Mais bon, donc on va rémunérer plus les gens, mais très rapidement, quand les gens vont arriver à stake, on va descendre très vite vers 0. Alors voilà, au moins on sait qu'à 0, vous n'allez pas laisser vos Ethers at stake, vous allez les sortir pour les mettre sur Morpho, AV, une pool de liquidité, que sais-je quoi. Donc il y a plein de classes de courbes qui sont possibles, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients, sur le fait d'être facile à targeter, pas facile à targeter, des side effects, et ça devient une discussion d'experts. Donc, à l'origine, quand la fondation Ethereum avait porté ces sujets, et d'autres chercheurs indépendants avaient porté ces sujets, le réflexe de beaucoup d'acteurs a été de dire non mais c'est hors de question, il ne faut surtout pas faire ces changements, on va avoir plein de problèmes si on fait ça et tout ça, et puis des discussions qui étaient très intenses, et avec parfois des mots, parfois des sensibilités qui étaient éprouvées là-dessus, et j'ai l'impression que la réaction a été de sur-rechercher. De dire, ok, dans ce cas, on va étudier toutes les classes de courbes, on va passer par absolument tout, on va avoir le complet de tout ce qui peut être invoqué comme raison de ne pas le faire, et dire, en fait, c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 90 articles, je vous en passe des meilleurs sur la chose. Donc on n'arrivera pas à trouver une courbe qui est parfaite, mais on pourrait au moins se mettre d'accord sur le fait que notre courbe, elle est sacrément imparfaite. Et peut-être qu'une règle d'or est plus facile à adopter. Voilà, il y a même des gens qui ont dit, en fait, celle-là je l'aime bien, moi j'aime bien la German Curve. Je trouve qu'elle est pas trop violente, elle est pas trop gentille non plus, et elle permet de continuer à staker assez longtemps, jusqu'à 60% et tout, avec un petit reward. Bon, c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Mais oui, il y a plein de courbes qui sont possibles, et je pense que ce sera plus facile de se mettre d'accord au moins sur une règle d'or, une règle diamant, de dire, en fait, nous on fait pas plus que X par an, quoi. Il y a aussi des gens qui parlent de quadratic burn, de dire en fait, pour pousser les gens à sortir du staking, on leur brûle leurs Ethers au-delà d'un seuil. C'est-à-dire, ah ouais, vous êtes au-dessus de 60%, et vos Ethers ils disparaissent, donc vous avez intérêt à sortir vite. Alors, c'est un peu chaotique comme approche, la version chaotique neutre. Voilà. Mais l'avantage quand même de ce genre de courbe, c'est que du coup les professionnels vont dire ouh là là, il faut monitorer ça comme le lait sur le feu. Non, on va arrêter. Et là, vous poussez l'adoption institutionnelle un peu à l'extérieur, quoi. Bon, voilà. Mais je vais vous parler un peu du coût de l'inaction, et j'en ai presque fini.
Oula, mince, j'ai beaucoup dépassé. Vous voyez comme je trouve que le sujet est passionnant. Le coût d'inaction, eh ben, si on avait adopté par 5 max par an au 1er janvier 2025, eh ben, on aurait imprimé 121 millions, enfin, calcul un peu avec des arrondis, quoi, fois 0,3% de moins. Oui, parce qu'on fait 0,8 en émission. Et ben, tout ça avec un prix à 3000 de l'Ether. Je sais que c'est plus d'actualité, j'ai fait mes slides hier. Bah, ça fait 1 milliard, quoi. C'est un coût d'1 milliard. C'est un coût d'1 milliard qui n'est pas distribué aux stakers, donc qui n'est pas non plus distribué aux services qui aident au staking. Et c'est un coût d'1 milliard qui n'est pas dilué sur l'ensemble des holders. Ça vaut le coup quand même de faire un petit changement pour 1 milliard, sachant que ça ne va pas endommager notre sécurité, plutôt au contraire. Ça ne va pas endommager la marketabilité de l'Ether, plutôt au contraire. Et ça va nous faire économiser 1 milliard. Vous imaginez si la fondation Ethereum dépensait 1 milliard, on leur disait... Il y a des blockchains qui distribuent énormément de tokens comme ça à leurs validateurs juste pour qu'ils soient actifs. Ethereum est une blockchain que les gens ont envie de staker. Donc c'est hyper positif, il faut qu'on continue d'avoir cet effet. Donc voilà, je voulais vous sensibiliser à ce sujet. Les enjeux sont hauts, the stakes are high. On est dans une phase d'adoption absolument critique pour Ethereum. Chaque génération d'Ethereum est un copycat un peu plus copié. Ils ont pris les bonnes idées, ils ont pris les mauvaises idées, ils ont regardé les générations précédentes, ils se sont dit on va remplacer ça, on va bouger ça et tout. Donc c'est critique de continuer à avoir cette avance d'Ethereum par rapport à tout le reste. Donc aujourd'hui, les core devs sont focalisés sur des problématiques de sécurité, d'interopérabilité, de privacy aussi, qui sont très importants pour l'adoption institutionnelle. Ils sont occupés aussi à scaler notre layer 1 parce qu'il y a beaucoup de demandes pour nos blocs. Il faut qu'on reste compétitif sur le prix de ce qu'on émet dans les blocs. Et en plus, on sponsorise quand même pas mal les L2 pour les remercier de l'effort d'adoption qu'ils nous amènent. Donc pour moi, on ne peut pas se permettre d'avoir un Ether qui est faible dans cette période. Donc voilà, arrêtons de se balader avec des sacs à dos pleins de sable et d'essayer de parcourir la montagne. On pourrait se décharger de ce milliard à notre chance. Mince, j'allais passer un truc. Ah, il est très bien ce tableau aussi, j'en ai pas parlé. C'est le jugement de Salomon. Voilà, Salomon voit un bébé vivant, un bébé mort, deux femmes qui disent c'est mon bébé, c'est celui qui est vivant. Il dit bon bah je sais pas décider, on va le couper en deux. Voilà. Il y a une des femmes qui pleure, l'autre qui se réjouit que justice a été faite et il dit bon bah on va donner le bébé à la femme qui pleure, merci. Donc on n'est pas obligé de couper complètement le reward en deux, mais on peut prendre des décisions qui sont suffisamment éduquées dès aujourd'hui sur le sujet. Voilà, donc je pense qu'on aura, si les discussions continuent de progresser, puisqu'on a certains core devs qui sont chauds, d'autres qui sont moins chauds, certains chercheurs qui sont chauds, d'autres qui sont moins chauds, certains gros holders qui sont chauds, d'autres moins chauds. Je pense qu'on aura beaucoup de discussions dans l'écosystème Ethereum sur l'issuance, de savoir est-ce que c'est quoi ce qu'on devrait cibler, 0,25, 0,35, 0,65, enfin, peu importe. Il y aura des discussions sur le sujet. Je vous invite à en prendre part, à signaler ce que vous aimez, à expliquer pourquoi et tout. Moi, j'aime bien la German Curve à 0,5. Bon, j'ai mes raisons, je vous en parlerai si vous voulez. Mais l'alternative, c'est que soit on bleed de la valeur d'Ether comme ça tout le temps, sans se différencier, sans se renforcer, ou éventuellement, on finit par avoir une EIP parce que les gens en ont vraiment marre. Les chercheurs ont dit non, ça suffit, la sécurité, c'est trop grave, là, ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus assez d'Ether. Hein. Vous avez une EIP et plein de controverses à ce moment-là, et ce serait encore moins bien. Voilà, le staking, ça protège Ethereum, mais ça peut aussi endommager Ethereum. Merci à tous.